Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinar, bienvenue dans un monde sans cookies. Avant de commencer véritablement cette présentation, je voulais vous présenter Julia, que vous pouvez voir à côté de moi. Julia Bonjour fait tout le partie monde. de l'équipe Customer Success en charge chez Commanders Act d'accompagner l'optimisation et la recherche de valeur chez nos clients au travers des produits que nous proposons. Et moi-même, François, je suis en charge de l'équipe consulting. J'arrive pas à passer à la slide d'après, excusez-moi, de l'équipe consulting pour Commanders Act. Pourquoi nous sommes là ce matin? Alors, nous sommes là à la suite de la rencontre de deux contextes. Un premier contexte évidemment juridique. On a tous en tête le GDPR, en sachant que c'est pas nouveau, hein, c'est des sujets qui sont, on va le voir, assez anciens, et un contexte technique. Voilà, alors vous avez les slides avec un petit peu de retard. Le contexte technique, évidemment, on pense à Safari, ITP, et on va voir juste maintenant une petite timeline de ce qui. Voilà. Euh, Super. Donc ça a commencé en 2017. Safari sort une première version d'ITP qui limitait certains cookies à un jour en lecture, uniquement sur les cookies tiers. Et c'est comme ça que jusqu'en 2019, l'ITP a progressé. En 2018, ça a progressé. En 2019, Firefox a annoncé et a commencé à suivre Safari. Euh, les choses ont empiré, si j'ose dire, au milieu de l'année 2019, puisque Safari a commencé à s'attaquer aux cookies first, de la même manière qu'il s'attaquait aux cookies tiers, notamment les cookies qui étaient créés en JavaScript. Et puis, plus récemment, Chrome a rejoint le Safari et Firefox avec l'attribut same site qui est imposé sur l'ensemble des cookies tiers et a annoncé pour 2022, je ne l'ai pas mis dans la timeline, mais parce que je ne veux pas prédire le futur, mais a annoncé dès à présent qu'à partir de 2022, les choses allaient se durcir, qu'ils allaient mettre en place des restrictions et un framework de manière à pouvoir travailler la donnée personnelle. Voilà sur l'enjeu technique. Juste pour situer, donc aujourd'hui, on parle essentiellement de 30% des visites. Vous voyez ici, je ne vais pas commenter les chiffres, mais vous voyez ici la part des différents navigateurs sur le marché France. Donc si on réunit aujourd'hui Firefox et Safari sur desktop et sur mobile, on arrive entre 25 et 30% de visites. Évidemment, à partir de 2022, ça va se durcir avec l'arrivée de Chrome sur cette dimension-là. On sera plutôt autour des 90% et plus. Voilà. Un contexte juridique, comme je disais au début de cette présentation, qui n'est pas nouveau non plus, qui a commencé en 1974 avec le projet Safari, qui n'a absolument rien à voir avec le navigateur d'Apple, hein, qui est un projet d'interconnexion des fichiers d'administration française, qui n'a jamais vu le jour. Mais c'était les prémices de la protection de la donnée personnelle. 1978, création de la loi informatique et liberté, naissance de la CNIL, 2009, adoption du paquet télécom, qui étaient les prémices du GDPR en France. 2018, vous l'avez tous en tête, entrée en application du GDPR, et plus récemment, en octobre dernier, nouvelle recommandation de la CNIL à mettre en œuvre pour mars 2021. Alors évidemment, ça a différents impacts sur la qualité de données, évidemment. Ça a un impact sur la tech,
au niveau du capping, pour le reciblage, évidemment, l'exclusion d'audience ou l'échange de profils utilisateurs. Sur vos données on-site, vos données WebA qui sont échantillonnées et sur lesquelles vous perdez une vision de votre trafic. Évidemment, sur votre capacité à personnaliser vos interfaces et sur la monétisation des espaces publicitaires. Voilà, c'était une rapide introduction. Je vous retrouve à la fin de la présentation de Julia. N'hésitez pas à poser vos questions sur le chat de ce webinaire. Je me ferai la voix de vos questions à la fin de la présentation de Julia. À très vite. Merci François pour la présentation du contexte. Alors, la prochaine slide. Voilà. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est qu'on voit à l'intérieur de ce contexte les enjeux que ça va avoir sur l'industrie du digital et sur vos activités marketing. On ne peut pas vraiment prédire ce que sera 2021 dans la tech parce qu'il y a énormément de choses qui vont changer l'année prochaine. Par contre, il y a déjà 5 enjeux qu'on identifie très clairement et que vous pouvez adresser dès 2021 pour être prêt. Ces 5 enjeux, c'est déjà, avec les changements techniques et légaux qui arrivent, vous n'y échapperez pas. Vous serez obligé de mettre à jour votre solution Web Analytics en 2021, voire même dans le premier trimestre 2021. Le deuxième point, c'est que vous allez devoir réapprendre à piloter avec moins de data. Ça veut dire plus de réflexion, plus d'approche de campagne par cas d'usage. Et si vous ne voulez pas vous tromper dans vos prises de décision, il va falloir générer de la connaissance client pour arriver à identifier les bons cas. Vous allez avoir besoin de toujours plus identifier un maximum d'utilisateurs sur vos interfaces digitales dans le but de les adresser de manière personnalisée, mais aussi dans le but de ne pas devenir complètement dépendant au GAFA et de garder votre indépendance de coût. Vous allez devoir travailler l'optimisation de la collecte. Il va y avoir un véritable changement d'état d'esprit. Jusqu'à présent, c'était un peu une contrainte technico-légale. Tout le monde se contentait du strict minimum. Ce n'était pas un sujet qui enflammait les foules. Là, ça devient un enjeu marketing parce que c'est votre capital data qui est en jeu derrière. Et enfin, on va voir un retour en force du travail de la donnée chaude et des scénarios d'activation qui vont arriver derrière. On n'aura pas le temps dans ce webinaire de 30 minutes d'adresser les 5 points, donc on en a choisi 3 pour vous aujourd'hui. Le premier, je vais commencer d'abord par la résolution d'identité, celui qu'on appelle, souvent on l'entend plus souvent sous son terme anglais, le Identity Management. Donc juste pour être ISO, rappelez de quoi on parle ici. Dans votre environnement marketing, à chaque fois qu'un utilisateur interagit avec votre entreprise, vous allez avoir des informations qui sont collectées sur le web quand il est sur son ordinateur, des informations qui sont collectées sur les sites médias à chaque fois qu'il voit vos publicités, des informations quand il utilise son mobile, des informations quand il utilise sa tablette. Pour ceux qui ont des magasins physiques, vous allez aussi générer de l'information en magasin quand il va passer sa carte de fidélité. Et en général, vous allez avoir voire des CRM qui vont regrouper les informations, souvent des programmes fidélité, des fois des campagnes CRM, campagnes email, mais pas forcément tout ce qu'il y a dans le digital. Donc dans une situation idéale, on parle de résolution d'identité quand vous êtes capable de récupérer toutes ces interactions et de les réconcilier ensemble pour avoir cette fameuse vue 360 du client. Ça, c'est quand tout va bien d'un point de vue technologique et que vous avez mis en place tout ce qu'il faut. Dans le contexte actuel, et ça va aller toujours, ça va s'accentuer. Donc là, c'est juste le cas de Safari. Comme l'a rappelé François, les autres navigateurs s'y mettent. Donc par exemple, Safari a identifié Google Analytics comme un outil, ou même en cookie first, il ne souhaite pas le laisser poser des cookies dans le but de respecter la vie privée de ses utilisateurs. Donc, au-delà de 24 heures, les cookies sont supprimés. Ce qui fait qu'un utilisateur qui vient sur votre site, par exemple, on a pris le site de Disney, il voit une première page aujourd'hui à 9h50, il revient demain, il reprend sa navigation, il revient sur le même univers de page. Le cookie Google Analytics n'existe plus,
Donc, d'un point de vue analytique, ce ne sera pas un utilisateur avec 2 sessions, mais ce sera 2 utilisateurs et 2 sessions qui seront enregistrées. Donc, ça pose des difficultés pour suivre la navigation des clients dans le temps. Dans l'écosystème publicitaire, on a les cookies tierces qui sont bloqués, donc sur Safari, mais aussi sur Firefox et bientôt sur Chrome. La difficulté, c'est que cet utilisateur qui a vu la page expérience du Roi Lion, quand il va aller sur des journaux en ligne, si Disney décide de retrouver cet utilisateur, en voulant acheter des espaces de pub, il ne pourra pas le recibler parce que le cookie Criteo ne sera pas partagé entre 2 sites différents. C'est la notion du cookie tierce. Et si par chance Disney avait aussi des campagnes contextualisées et sur des pages qui parleraient de spectacles ou de sortir le soir, il déclenchait des publicités pour afficher sa page, pour essayer de faire revenir l'utilisateur un petit peu au hasard parce qu'il ne sait pas forcément que cet utilisateur est déjà venu sur son site, il serait dans la capacité de gérer la fréquence publicitaire et de savoir combien de fois cet utilisateur va être exposé à sa campagne de pub. Donc, dans la situation avec les techniques anti-tracking, anti-cookie, on va déjà avoir une multiplication des interactions digitales parce qu'à chaque fois qu'il va revenir, le cookie n'étant pas maintenu, on va enregistrer des nouveaux visiteurs. Et si on rajoute à ça le contexte RGPD e-privacy, à chaque fois qu'on va avoir des interactions avec l'utilisateur, si on n'a pas le consentement, l'interaction ne pourra pas être enregistrée dans nos systèmes. Donc, on aura une vue qui sera faussée et tronquée. La solution technique à ça, c'est d'avoir une solution de gestion de l'identité. Et pour la mettre en place, juste un petit rappel, il y a 3 éléments importants. D'abord, il vous faut un référentiel client ou un identifiant utilisateur existant. Ensuite, il vous faut une solution de résolution de l'identité. Donc là, je vous cite comme exemple Fuse Commander qui est la nôtre. Il y en a plusieurs sur le marché. Et il vous faut un consentement valide parce que c'est pas parce qu'on a toutes ces informations-là qu'on a le droit de les traiter derrière pour les réconcilier. Pour mettre en place une solution de résolution de l'identité, on va dire qu'il y a trois scopes possibles qui vont exister. Le plus qualitatif, c'est le scope propriétaire. C'est je mets une solution en place afin de travailler ma donnée first party. Ce sont mes données. Par contre, elles ne vont exister que dans l'écosystème de mon entreprise. L'enjeu, c'est qu'il faut soit beaucoup de volume, soit un taux d'identification des utilisateurs très élevé. Sinon, ça reste très difficile à activer parce que vous allez avoir une toute petite population de vos clients et visiteurs sur lesquels vous pourrez travailler. La plus efficace, si vous voulez une vue maximisée, c'est les réseaux privés, qu'on appelle aussi les wallet gardens. On parle de Facebook, on parle de Google. On ne sait pas encore quelle forme ça prendra, mais c'est les solutions qui vont se positionner pour vous permettre de retrouver vos utilisateurs. Ça va poser des problèmes monopolistiques, parce qu'ils ne sont que 2 sur nos marchés, peut-être 3 si on rajoute les solutions asiatiques, des problèmes politiques, et ça rend aussi très dépendant. C'est eux qui font la loi du marché. Et donc, pour votre gestion des coûts, arrive un moment où vous n'aurez plus le choix. Et la solution la plus prometteuse, ce sont les regroupements d'entreprises ou les consortiums. C'est un espace à monitorer parce qu'il faut qu'on voit par rapport à la loi et aux spécificités techniques comment ça va fonctionner. Il y a un essai qui est fait avec le framework IAB par exemple, mais ce framework-là, pour l'instant, il est basé à 100% sur des cookies. Il faudrait que technologiquement, il se base sur autre chose que des cookies, vu que les cookies perdent en capacité d'être exploités. Donc la question, c'est comment vous allez faire pour identifier un maximum d'utilisateurs de manière fiable. Ce que je vous propose là, c'est de passer en revue plein de tactiques qui font que quand vous avez une solution de résolution de l'identité en place, vous pouvez maximiser votre capacité à identifier les gens. Les tactiques, à vous de les choisir selon votre contexte et vos ressources et vos besoins. Alors, une première tactique, l'avantage de celle-là, c'est qu'elle est rapide à mettre en place et qu'elle donne des résultats tout de suite. C'est l'utilisation des campagnes email. Alors, à chaque fois qu'on envoie un email, on n'y pense pas forcément, mais envoyer dans les paramètres d'email le numéro client ou l'identification utilisateur que vous avez dans vos systèmes, c'est vous garantir que quand l'utilisateur il arrive sur votre site, même s'il n'est pas logué, vous savez qui il est, donc vous savez l'identifier.
on reste dans un univers first party. Il arrive sur votre site, vous êtes dépendant de personne pour savoir ça, c'est vous qui avez envoyé l'email. C'est le point positif. Et de là, on va voir découler des campagnes qui n'ont plus spécialement pour objectif de générer des ventes immédiates, mais plutôt des objectifs de générer des clics depuis différents devices. On le voit déjà quand il y a des fournisseurs au moment de la livraison qui vont vous envoyer des emails quasiment tous les jours pour vous indiquer le statut de votre livraison. Un enjeu sous-jacent à ces emails, c'est d'arriver à récupérer l'identifiant du téléphone, un identifiant de cookie first sur le navigateur ou les navigateurs web. Comme ça, après, quand l'utilisateur y revient, on sait l'identifier à plein d'endroits. Une deuxième tactique, c'est plutôt de travailler l'expérience sur le site. Donc, c'est de se dire, quand l'utilisateur il arrive sur mon site, s'il n'est pas arrivé par un canal où je suis capable de l'identifier de manière stricte avec son identifiant client, c'est de m'assurer qu'il a de fortes chances de se loguer. Alors, au lieu d'avoir le bouton de login Monsieur tout le monde, c'est plutôt de travailler un peu la donnée qu'on a quand il arrive sur le site. Déjà, est-ce qu'il est identifié ou non? S'il est identifié, rien ne sert de lui mettre ce bouton en avant, autant travailler la personnalisation sur le site par rapport aux données qu'on a à disposition. Par contre, s'il n'est pas identifié, c'est l'accueillir avec des mécanismes pour lui donner envie de s'identifier. Des mécanismes pour lui donner envie de s'identifier, c'est mettre en avant toutes les fonctionnalités qui vont ajouter de la valeur au site si l'utilisateur est identifié. Alors on dit toujours la personnalisation, la personnalisation, la personnalisation. Oui, mais si on se met du point de vue de l'utilisateur, c'est pas forcément ça qui l'intéresse en permanence. Il y a des choses beaucoup plus concrètes pour lui. Par exemple, les wishlists, où il peut sauvegarder les produits qu'il voit en vue de réfléchir à son achat. Qu'on appelle aussi les fonctionnalités sauvegardées pour plus tard, les notifications quand il y a un réassort de stock, ou le fait de sauvegarder des contenus qui l'ont intéressé. Et le troisième aspect, c'est incentiver la création de compte. Donc, ce point-là, il est à nuancer, c'est comme incentiver les inscriptions à la newsletter. Ça marche bien, après il faut trouver la bonne incentive et le bon niveau pour pas coûter trop cher à vos campagnes. La troisième tactique, c'est au niveau de la création de compte. On le sait, c'est un point qui est un peu douloureux pour les utilisateurs, surtout s'ils ne sont pas clients chez vous. C'est très difficile de leur dire bonjour, on ne se connaît pas, mais crée un compte. D'autant plus que derrière, on va lui demander beaucoup d'informations. Donc là, il y a deux enjeux qu'on peut mettre en place dès maintenant. Le premier, c'est simplifier les formulaires de création de compte. En plus, avec ça, vous pouvez les A/B tester. Enfin, dès maintenant, vous pouvez les A/B tester, essayer de trouver le bon équilibre entre je demande quasiment pas d'informations et j'en demande un peu plus pour trouver où se trouve le point de rupture qui fait que l'utilisateur va abandonner la création de compte. Et la deuxième manière de simplifier la création de compte, c'est de lui proposer de se loguer avec les boutons sociaux. C'est un peu ambigu parce que je viens de vous dire que l'idée, c'est de ne pas être trop dépendant, mais les boutons sociaux, ils ont quand même des avantages assez énormes. C'est qu'en un clic, l'utilisateur, il a un compte de créer, il n'a rien à remplir sur votre site. Et qu'en plus de ça, au niveau des API de Facebook, Google, Instagram, LinkedIn, etc., vous pouvez récupérer de l'information supplémentaire. Par exemple, quand l'utilisateur il se logue avec son compte Facebook, vous pouvez récupérer son nom, sa tranche d'âge, sa date de naissance, son sexe, sa ville native et l'endroit où il se trouve à l'heure actuelle. Donc ça vous permet dès le début d'avoir une base d'informations sur lui pour commencer à personnaliser des choses. Et la quatrième tactique, groupe de tactiques que je vous propose, c'est des expériences multicanales. Alors celles-là, elles sont très efficaces. Par contre, elles sont beaucoup plus longues à mettre en place parce qu'elles impliquent d'autres process dans l'entreprise. Alors en allant de la plus simple à la plus compliquée, on peut créer tout ce qui est bouton de navigation sur mobile. Donc on offre une expérience mobile qui est simplifiée, qui favorise, on va dire, la recherche de produits et on lui propose de continuer sa navigation sur desktop. En fait, c'est un peu la fonctionnalité wishlist et on envoie un email à l'utilisateur pour lui sauvegarder son panier par email. Ça nous permet de récolter l'email au passage et en plus d'identifier des devices. Donc c'est extrêmement efficace. La deuxième tactique très efficace, c'est tout ce qui est dématérialisation, des tickets de caisse ou des coupons promo. Donc, c'est quand l'utilisateur il arrive en magasin, de lui proposer de recevoir son ticket de caisse par email. C'est pour ça que c'est compliqué, c'est que ça veut dire qu'il y a des process magasins en jeu, mais l'avantage, c'est qu'on a une carte client qui est passée en magasin et on a l'email qui est associé tout de suite. Et quand il poursuit sa navigation derrière, on a le cookie first. Donc, c'est aussi très puissant.
Et les coupons promo, la même, mais on n'est pas obligé d'être dans le cas d'un achat, on peut le faire en amont ou avec des partenaires tierces. Voilà pour la première partie sur les enjeux d'identité client et ce que vous pouvez d'ores et déjà faire l'année prochaine pour maximiser votre taux d'identification sur un identifiant en dur fixe comme un identifiant client qui sera l'alternative aux cookies dans les années à venir. Le deuxième enjeu sur lequel vous allez travailler, c'est sur votre outil de Web Analytics. Du fait que les cookies tierces ne sont plus supportés et que la plupart des solutions de Web Analytics, que ce soit Google Analytics, AT Internet, Matomoto, etc., par défaut, elles vous proposent des implémentations qui étaient en third party. Donc, dès le début de l'année, vous allez tous obligés de passer en cookie first, sinon vos solutions, elles ne vont plus être capables de traquer les visites de manière fiable. Et de toute façon, les impressions, on fait une croix dessus, l'inconvénient du cookie first, c'est que vous ne perdez tout ce qui est impression hors de votre site, mais comme de toute façon, les impressions, on est en train de les perdre, il n'y a plus de gros intérêt à rester en third party, autre que de perdre de la visibilité sur votre site. Et vous passez aussi, si vous passez en cookie first, c'est aussi l'occasion de vous poser la question, est-ce que je passe pas en server-side? On en parle après, mais ça a énormément d'avantages. C'est en first party et c'est en first party également. Une autre question qu'il faut vous poser, c'est que quand vous allez passer en first party, soit vous continuez de faire fonctionner votre plan de marquage comme vous aviez l'habitude cette année, donc un plan qui était sûrement assez complet, mais qui contient fort probablement des données qu'on n'a plus le droit de collecter sans consentement vis-à-vis du RGPD. Donc vous pouvez faire ça. L'inconvénient, c'est que tous les utilisateurs qui ne vont pas donner leur consentement à votre bannière cookie et traceur ne seront pas traqués par votre solution d'analytics, donc vous aurez une vue échantillonnée des visiteurs sur votre site. Sur un site à gros volume de trafic, ce n'est pas forcément problématique. Sur un site à petit volume, ça peut être un problème. Donc l'autre option, c'est d'opter pour une solution exemptée. Il y a des critères qui ont été expliqués par la CNIL et qui permettent d'avoir une solution analytics qui aura peut-être un plan de marquage moins riche, mais qui sera autorisé à fonctionner avant que l'utilisateur donne son consentement. Donc vous aurez 100% de vos visiteurs qui seront traqués par votre site. Et pour ceux qui ont des ressources, aussi bien en termes d'implémentation, mais après en termes d'analyse, on va dire, faites pas de compromis, vous faites une solution hybride, vous traquez en exempté toute votre audience, et ceux qui vous donnent un consentement, vous allez plus loin dans vos capacités de tracking. Les autres considérations pour votre solution d'analyse, c'est que si vous avez Google Analytics, il faudra mettre en place le consent mode qui a été expliqué très récemment par Google et qui vous permettra d'envoyer le consentement de votre CMP à Google Analytics, donc pour que l'outil puisse fonctionner correctement. On peut imaginer qu'il va y avoir des équivalents chez les autres solutions. Tout ça pour résumer, vous allez mettre votre solution Analytics à jour. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait tous les ans. Donc, quand on met sa solution d'Analytics à jour, c'est peut-être le moment de se poser quelques questions de fond. Et je voulais vous expliquer l'avantage de mettre votre Analytics en server-side, parce que c'est une tendance de fond qui est déjà apparue depuis quelques années. Sur du server-side, l'Analytics, c'est ce qui marche le mieux. Et donc, c'est peut-être l'occasion d'y passer. Et pourquoi mettre... donc, quand on dit en server-side, c'est qu'au lieu d'appeler sa solution de Web Analytics depuis le navigateur de votre utilisateur, vous allez l'appeler depuis vos serveurs, donc de manière sans impact pour l'utilisateur et non visible. Le gros avantage, c'est la qualité de données, parce que quand un serveur parle à un serveur, il n'y a pas de données perdues. Votre nombre de conversions, il sera égal à celui de votre back-office. Dans votre solution de Web Analytics, il y aura plus ce 10-15% de pertes qu'on a l'habitude d'accepter parce que la solution est bloquée ou c'est pas déclenché. Du point de vue de votre utilisateur, ça veut dire que votre site il ira plus vite. Il y a moins de lignes de code à charger, il y a moins de calculs qui sont faits, donc, il y a aussi, le site charge mieux et il a moins de risques de crash. Il y a aussi un côté sécurisation de la donnée, parce que comme il n'y a rien d'exécuté dans le navigateur du client, vous contrôlez complètement les infos qui sont envoyées de serveur à serveur. Donc, il n'y a plus ce qu'on appelait d'appel de tag en cascade ou de piggybacking. Les tags qui pouvaient contenir des scripts malicieux et qui faisaient du data leakage, qui vous volaient certaines informations sur vos utilisateurs, ne peuvent plus être exécutés. Globalement, on a aussi remarqué que les plans de marquage, en général, ils sont
plus facile à mettre en place, plus clair et mieux documenté parce qu'on ne peut pas travailler sans documentation. Donc dans le temps, c'est aussi quelque chose de positif. On a aussi remarqué que tous les acteurs qui se sont mis au server-side, ils sont obligés de fournir des API et que laisser des documentations récentes et claires. Vis-à-vis de RGPD, il y a une espèce de croyance de marché que quand on est en server-side, on peut traquer tout ce qu'on veut parce que ça ne se voit pas. La réalité, c'est que non, en server-side, on doit également appliquer la réglementation RGPD et e-privacy. Donc, on n'envoie que les informations sur lesquelles on a un consentement ou sur les informations qui sont exemptées de consentement. Le gros avantage, c'est que c'est une règle oui-non et il n'y a pas d'erreur par rapport à des problèmes d'exécution qui se feraient dans le navigateur. Et enfin, sur le sujet de l'anonymisation de l'adresse IP, là, on a 100% du contrôle parce que par défaut, l'adresse IP qui va être partagée avec la solution d'analytics, c'est l'adresse IP de votre serveur. Donc, il n'y a pas de sujet. Est-ce que l'adresse IP, elle est bien tronquée? Est-ce qu'on a passé seulement ce qu'on avait le droit de passer? Est-ce que la solution, elle fait d'autres appels que celle qui permet le tracking et donc l'adresse IP peut se retrouver envoyée? C'est 100% sous contrôle. Et je vous ai mis quelques petites considérations juste pour démarrer parce que en général, le server-side, ça fait un petit peu peur parce qu'on est moins habitué. Les choses auxquelles il faut penser avant de démarrer, c'est que comme votre solution d'analytics, elle est exécutée depuis un serveur, toutes les choses qu'elle calculait de manière native avec son script dans le navigateur de l'utilisateur ne se fait plus. Ça veut dire que vous avez des rapports dans les solutions d'analytics qui ne vont plus marcher de manière native. Donc vous, quand vous mettez en place la solution d'analytics, là où votre équipe IT elle va avoir du travail, c'est qu'elle va devoir vous fournir à minima un ID de session, sinon vous ne pourrez plus calculer la notion de visite dans votre solution d'analytics. Il faut que les ID de transaction ou de conversion soient partagés. En général, ça, il n'y a pas du tout de souci. Il faut s'assurer aussi que votre CMP elle est capable de partager le statut du consentement cookie qui a été collecté, parce que derrière, il y a des règles pour déclencher ou non la solution d'analytics. Ça, on va dire que c'est les 3 requis. Et après, si vous voulez des reporting riches dans votre solution d'analytics, il faut penser à envoyer votre user agent pour faire tourner tous les rapports techniques. Envoyer un ID utilisateur, ça c'est pour faire tourner tout ce qui est solution de réconciliation de l'identité. À partir de l'adresse IP, il faut penser à calculer vos attributs pays, région, visite, coordonnées GPS, etc. Pour pouvoir les envoyer dans l'analytics. Récupérer vos paramètres de campagne. Et si vous voulez des rapports de séquences qui fonctionnent bien, on vous recommande aussi de rajouter des timestamps sur tous vos chargements de pages et vos événements sur le site. Voilà, donc un beau chantier pour 2021, que vous le passiez ou non en server-side, dans tous les cas, il faudra le mettre à jour. Ensuite, le troisième enjeu, c'était la collecte des consentements cookies. Vous allez me dire, mais pourquoi on s'embête à collecter les cookies, vu que de toute façon, enfin, à collecter les consentements, vu que de toute façon, les cookies, techniquement, en tout cas les cookies tierces, ne vont plus être utilisés. Alors, pour un petit rappel, la directive de la CNIL qui a été publiée au mois de septembre, en fait, elle reprend la directive e-privacy, qui est une directive européenne et qui se préoccupe de tout ce qui est utilisation de technologies pour stocker ou accéder à des informations stockées dans le terminal de l'utilisateur. Donc, ça ne parle pas de cookies seulement, ça parle aussi de cookies flash, de fingerprinting, des identifiants publicitaires, des identifiants d'appareils. Donc, pour utiliser tous ces moyens de stockage, vous avez besoin d'un consentement. Et ça s'applique aussi à toutes les données personnelles que vous allez collecter. Donc, l'enjeu de collecter les consentements, il reste très, très stratégique, même si on ne parle plus de cookies. Alors, on va dire que c'est un grand sujet vaste. Là, on en est qu'aux prémices parce que les directives de la CNIL, elles ont été publiées en septembre. En tout cas, pour aujourd'hui, je voulais déjà vous partager des premiers résultats pour vous rendre compte de l'enjeu et du travail à venir. Donc, les résultats, donc un petit rappel, dans les très très grandes lignes, je ne rentre pas plus dans les détails parce qu'on a des webinaires dédiés à ça en ce moment, mais dans les très très grandes lignes, il faut que ce soit aussi facile d'accepter que de refuser sur votre bannière de consentement, ce qui fait que la plupart des bannières voient apparaître un bouton accepter, un bouton refuser, et on va dire que
les possibilités de jeu sur le design, elles restent beaucoup plus limitées que ce que c'était il y a quelques mois de cela. Sur les premiers clients qui sont partis en prod, ils sont tous partis avec des tests AB parce que là, comme c'est pas encore obligatoire, c'est le meilleur moment pour apprendre plein de choses. On constate que sur desktop, le taux de consentement il est de 37%, avec une fourchette qui va aller de 5% à 56% en moyenne selon les différents designs qui ont été lancés par nos clients. Donc là, on voit quand même que la fourchette elle est très très large et que c'est très facile de se rater, parce que 5% c'est la cata. Et 56%, on pense que tous nos clients peuvent y arriver, voire même on s'est fixé comme objectif tout le monde à 60%. Ce qu'on voit aussi, c'est que le bouton refuser sur desktop, il n'est pas tant cliqué que ça. On a 10% de taux de refus explicite. Donc le taux de refus explicite, c'est les gens qui cliquent sur le bouton je refuse tout. Par contre, pareil, on a aussi une fourchette qui est très large, qui va de 6% à 46%. Donc là, l'objectif, c'est d'éviter tout le monde clique sur le bouton refuser parce qu'il est mal placé ou parce qu'il utilise un vocabulaire qui fait que, ou une interface qui fait que ça va encourager l'utilisateur à cliquer dessus. Et le deuxième point d'enjeu où il va falloir travailler son design, c'est le taux de refus implicite. Parce que maintenant, si l'utilisateur ne fait pas de choix, on considère que son silence signifie que c'est un refus. Et il est très élevé. Là, par exemple, sur desktop, c'est la moitié des utilisateurs qui vont refuser de manière implicite. Sur mobile, les chiffres sont un peu meilleurs parce que je pense que les habitudes sont différentes et qu'en plus, le message de cookie, de collection de consentement cookie, il est beaucoup plus bloquant sur la navigation. On a des taux de consentement qui sont en moyenne à 54%, mais on a des clients qui ont réussi à monter jusqu'à 65% de taux d'opt-in. Et les taux de refus, ils sont plus dans la même ordre de grandeur, voire un peu plus faibles que sur desktop. Donc vos enjeux par rapport à ces bannières de collecte des consentements, ça va être de générer rapidement de la connaissance, parce que le 31 mars 2021, il arrive très vite. Donc le meilleur moyen de générer de la connaissance, c'est de lancer des tests AB. Le deuxième enjeu, ça va être de changer un peu l'état d'esprit. On était on va dire l'état d'esprit actuel, c'était le strict minimum pour ne pas prendre l'amende de la CNIL. Là, on va dire en ce moment, tout le monde est un peu dans le côté marketing de l'interruption. Il me faut une bannière visible pour s'assurer que l'utilisateur fasse un choix. Et je pense que les plus matures, ceux qui vont être le plus en avance, ils vont aller vers du permission de marketing et ils vont scénariser la collecte des consentements pour être moins intrusifs et essayer d'aller chercher des taux d'opt-in encore plus hauts. Et le troisième enjeu, ça va être se démarquer pour arriver à collecter de la donnée et activer votre ad tech derrière de manière innovante, tout en respectant le contexte technico-légal actuel. On a deux pistes à vous proposer pour vous aider là-dessus. On veut mutualiser un petit peu les efforts. Donc dans un premier temps, on organise des webinars de bonnes pratiques CMP. On en a déjà fait un pour annoncer les directives de la CNIL et les décoder. On en a fait un deuxième pour expliquer les premiers résultats obtenus par nos clients. Et on va en faire toute une série pour, au fil des avancées, partager les nouvelles bonnes pratiques qu'on aura récupérées chez nos clients pour vous aider à partir tout de suite sur des designs plus optimaux de CMP. Et la deuxième piste, c'est un programme de test AB multi-client qu'on va lancer. L'idée, c'est de se dire, on veut apprendre vite, c'est un enjeu pour nous, c'est un enjeu pour vous, client ou prospect d'ailleurs. Donc, le programme qu'on vous propose, c'est de dire, vous nous laissez mettre une CMP un nouveau design de CMP qui respecte les demandes de la CNIL sur un pourcentage d'utilisateurs de votre site, 5-10% max. On fait tourner des tests AB. On génère de la connaissance très rapidement parce qu'on fait ça sur plusieurs de nos clients. Et en contrepartie, vous avez déjà une CMP qui est valide. Comme ça, au 31 mars, il n'y a pas de sujet. En plus, on vous partage les connaissances de ce qu'on aura appris sur votre site, mais ce qu'on aura appris sur les sites des autres clients. Et ce qui fait qu'au 31 mars, vous pouvez même partir sur une autre version améliorée de la CMP qu'on vous aura mis en place. Si vous êtes intéressé pour ce point-là, vous n'hésitez pas à nous contacter. On vous partagera le lien d'inscription à la fin du webinaire. Alors, je fais une petite pause. On a parcouru les 3 enjeux qu'on voulait vous présenter ce matin. Et donc, on voulait savoir si vous aviez quelques questions.
Alors, pour l'instant, on n'a qu'une seule question. Julia, je te la partage. Bonjour, on n'est pas à 100% en mobile sur ce slide, sur le slide de taux de consentement. Pourquoi? Donc, c'est 2-3 slides plus haut sur le consentement mobile. Alors, c'est des moyennes. Donc, en fait, ça fait pas 100% parce qu'on a récupéré la moyenne des gens qui sont opt-in sur tous les sites clients. On a récupéré la moyenne des taux de refus et on a récupéré la moyenne des taux de refus implicites. Donc, ces 3 moyennes additionnées, c'est autour de 100%, mais c'est normal que ce soit pas 100%. Après, si on parlait de votre site, le total ferait forcément 100%. Ça, il n'y a pas de sujet. Merci Julia. Une deuxième question. L'exemption CNIL pour les solutions d'analyse est une recommandation française. Peut-on l'appliquer également sur les autres pays? Alors ça, c'est la question à 1000 points pour votre département juridique. Je ne sais pas y répondre. Après, alors ce qui est sûr, c'est qu'au niveau de e-privacy, il y a des critères d'exemption. Donc ça veut dire qu'au niveau européen, il y a sûrement des choses faisables, mais je pense que pour chaque marché, ça va être un petit peu différent. J'ai une troisième question. Entre le consentement côté client et Google Consent, est-ce que cela s'empile, se complète ou sont tous deux obligatoires? On va dire plutôt la première. Le consentement, c'est la CMP qui le collecte. La CMP, elle partage ce consentement avec la fonctionnalité qui s'appelle Google Consent Mode. Ça ne sert à rien de la collecter 2 fois et d'embêter 2 fois l'utilisateur. Et donc ensuite, on le partage, on va dire, dans la structure Consent Mode pour que Google soit capable de la lire. Et quand je dis on, ce que je veux dire par là, c'est je pense à notre TMS Tag Commander qui, lui, peut faire le traducteur entre les différentes technos pour envoyer la même info dans 2 formats différents. Alors, ça a beaucoup de questions et du coup, j'ai un petit peu de mal à suivre, mais dans le désordre, quelles sont les solutions Analytics exemptées? Que pensez-vous de la nouvelle solution Google Analytics 4? Alors, avant les directives du mois de septembre, il y avait effectivement une liste de solutions exemptées. Là, ça a un petit peu changé. En fait, la CNIL, elle a expliqué quels sont les critères d'exemption. C'est à vous de faire vos plans de marquage pour respecter l'exemption, de vérifier avec le fournisseur d'analytics que lui respecte bien tous les critères techniques de son côté. Par exemple, on sait que AT Internet a déjà fait, on va dire, une guideline pour expliquer comment configurer l'outil et pour expliquer chez eux ce qu'ils font pour s'assurer qu'ils sont exemptés. Google Analytics, il n'y a rien qui est sorti, mais on se doute bien qu'ils vont sortir quelque chose. Et une fois que vous avez fait vos plans de marquage et que vous avez configuré la solution correctement, c'est à vous de faire une déclaration auprès de la CNIL pour dire « je déclenche cette solution d'analytics de manière exemptée ». Donc, ce n'est pas une liste de solutions. Ça va plus loin et c'est logique parce qu'on peut configurer différemment une même solution. Concernant la bannière de privacy, avez-vous déjà des stats sur les emplacements qui performent le mieux? En bas, au milieu, en haut, 4 tiers? Alors, c'est pour ça qu'on lance le programme d'ABI test mutualisé entre tous nos clients. C'est qu'on a besoin de générer un maximum de variantes pour répondre à ces questions-là. Ce qu'on a remarqué, en tout cas, c'est que quand on a un format très intrusif, tout le monde se jette sur le bouton refuser. Donc, la popine qui avait le vent en poupe, on va dire dans les versions précédentes où on avait je configure et j'accepte, les gens avaient tendance à accepter parce que configurer, ça voulait dire prendre l'écran avec tous les interrupteurs et donc ça décourageait l'utilisateur. Là, quand on a j'accepte, je refuse, il y a des clients chez qui le bouton j'accepte, il est cliqué, mais pas forcément plus que sur des formats footer ou sidebar. Par contre, sur certains clients, tout le monde se jette sur le bouton je refuse. Alors, on n'arrive pas à savoir si c'est l'image de marque ou si c'est le fait qu'on ne voit rien du site derrière qui fait qu'il y a ce comportement qui se déclenche. Merci Julien. Une question encore, il y a beaucoup de questions sur la partie privacy. Comment éviter le refus implicite? Vaste sujet. Je sais que tu travailles sur l'optimisation. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Alors, il y a un enjeu, c'est trouver le bon niveau d'intrusivité. Il faut que la bannière elle soit visible pour encourager l'utilisateur à faire un choix, et tant qu'à faire un choix positif pour nous.
L'autre enjeu, c'est ce qu'on mentionnait, de dire il faut aller scénariser sa collecte de consentement. Donc au lieu de dire bonjour, on ne se connaît pas, dis-moi que tu acceptes les cookies, c'est peut-être laisser l'utilisateur entrer sur le site et lui proposer la bannière au bon moment ou lui proposer les consentements par catégorie au bon moment. Mais pareil, là-dessus, il faut qu'on avance sur les tests AB. Il nous faut du monde pour nous aider. Pas besoin de consentement côté client pour Google Consent? Alors non, Google Consent, c'est une fonctionnalité technique qui, au même titre qu'une bannière de CMP, qui vient juste récupérer quel est le consentement de l'utilisateur et le partager avec tout l'écosystème de produits Google. Connaissez-vous d'autres consortiums en cours autres que l'IAB? Non, pas à ma connaissance, mais j'ai entendu dire que au niveau des industries, il y avait des choses qui allaient se faire, mais j'ai pas de nom ni de choses plus précises. Mais je pense que c'est quelque chose sur lequel il faut rester à l'écoute. Et une dernière question, cookie first, même domaine. Est-ce risqué de partager nos cookies tech sur le domaine local? Ça, je suis pas sûre de la comprendre. François, toi, tu comprends Euh, quoi par cookie tech? Alors, moi je comprends qu'effectivement, il y a un certain nombre de cookies qui autrefois étaient tiers, donc du coup conditionnés au domaine de la solution tierce. Aujourd'hui, et c'était la recommandation de Julia, beaucoup de cookies vont passer en first pour les raisons que Julia a évoquées tout à l'heure. Donc effectivement, ces cookies vont être accessibles par beaucoup plus de solutions qu'auparavant. Voilà. Donc effectivement, il y a un risque. Pour ça, nous, on a choisi, on a plusieurs solutions, mais notamment des solutions comme Tag Hierarchy, qui va vous permettre d'avoir un listing de l'ensemble des informations et des solutions qui sont déclenchées sur votre site, avec une arborescence assez simple de ce qui est déclenché au travers évidemment de notre TMS, Tag Commander, mais ce qui est aussi déclenché sur le code source du site et surtout ce qui est piggybacké. Donc vous avez une visibilité sur ce qui est déclenché, même par des solutions qui ne sont pas déclenchées directement par vous. Merci François. Je t'en prie. Alors j'ai une autre question qui vient Une d'arriver. dernière. Pour faire voilà, une dernière. Pour faire suite à la partie server-side pour les solutions analytics, ne risquons-nous pas de perdre une visibilité sur le trafic organique? Alors non, c'est pas du tout. Alors c'est pas du tout lié. Quand un utilisateur il arrive sur votre site en server-side, ce qui se passe, c'est qu'il y a un hit qui part vers votre serveur, c'est votre hit de tracking. Il est en first party, c'est vous qui le construisez. Et par contre, tout ce qui est information sur le trafic, c'est à vous de le reconstruire. Donc vous avez votre contexte de site qui vous dit le nom de la page, la catégorie de la page, ce qu'il y avait dans la page. Et c'est pour ça qu'on mentionnait, il faut aussi reconstruire tout ce qui est campagne ou référeur. Il faut penser à l'envoyer dans ce data layer first party, si on peut dire, à votre serveur, parce que comme ça, il est à disposition et vous pouvez le pousser à la solution d'analytics derrière, qui va le traiter normalement de manière ISO à une solution client-side. Donc toutes les choses que vous avez l'habitude d'avoir dans votre solution d'analytics, si vous voulez les conserver en server-side, il faut penser à les mettre dans votre data layer. Merci Julia. On arrive à la fin de cette présentation. Je te laisse conclure, Julien. Ok. Hop. Si enfin, les 5 enjeux, voilà, on vous les rappelle ici. L'idée, c'est de se dire que sur ces 5 enjeux, il va falloir de la flexibilité. Donc, on voulait vous rappeler qu'on pouvait vous accompagner. On a un TMS, ça donne énormément de flexibilité pour changer de cap selon ce qui se passe. Sur ces enjeux-là, il y a aussi beaucoup de sujets de générer de la connaissance et activer cette connaissance. Un TMS, c'est très bon pour activer, justement. Un outil server-side, c'est aussi très bon pour activer quand on parle des partenaires publicitaires qui savent travailler sans cookies. Et on pense que les partenaires publicitaires sans cookies, il va y en avoir de plus en plus, un peu à l'image de la tech dans le monde mobile qui travaille déjà sans cookies. Donc il y a peut-être des choses à monitorer de ce côté-là qui vont peut-être venir s'appliquer au monde du desktop.
Et toute la partie, ce qu'on appelle le données chaudes on-site, elle va reprendre de la valeur et il va sûrement y avoir tout ce qui est intelligence et prédiction qui vont venir s'ajouter là-dessus pour arriver, en juste le temps d'une session, arriver à proposer quelque chose de pertinent à un utilisateur qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas par rapport à ce qu'on connaît des autres clients sur les sessions d'avant. Bref, on peut vous aider là-dessus et on aimerait bien que vous nous aidiez aussi en participant à nos programmes mutualisés. Voilà, en tout cas, on vous remercie pour votre attention de ce matin. On était ravis de voir l'engouement qu'a pu générer la thématique. Merci Julia. Je vois qu'il y a d'autres questions qui sont arrivées entre-temps. On note, on va noter chacune de ces questions pour y répondre. On vous contacte du coup en parallèle pour y répondre avec un peu plus de détails. Merci Julia, merci à tous. Très très bonne journée. Au revoir. Bonne journée tout le monde. Au revoir.